Sous la voûte luminescente du palais de l'hégémonie, j'avais du mal à respirer sans penser à l'origine même de l'air que je consommais. Chaque molécule, je le savais, provenait des vastes chambres algales enracinées dans les parois organo-calcaires du complexe. Rien ici n'était inerte, la pierre palpitait, les arches bruissaient de fluide et de nerfs comme des entrailles étendues, et parfois, au détour d'un couloir, une paroi vibrait d'un souffle équivoque, à la frontière du murmure et du cri. Je n'avais pas choisi de venir. On m'avait convoqué. Ma réputation de biologiste, mes études hors normes sur la plasticité de la faune pélagique, et surtout mes suspicions indiscrètes quant aux abîmes interdits, tout cela m'avait désigné aux yeux des gouverneurs comme un grain de sable, inquiétant et peut-être utile. En franchissant les membranes translucides qui cédaient pour m'absorber au sein du palais, j'avais compris que je ne ressortirais pas indemne. Dans l'antichambre, baignée d'une clarté jaune veineuse, des silhouettes se tenaient en arc de cercle. Leurs yeux fixaient, sans vraiment regarder. On m'introduisit plus avant ou plus tôt, le sol même m'emporta, se dilatant et se contractant comme une langue géante me poussant vers la salle centrale. Là, au centre d'un ovale creux, flottait l'architecte. Ce n'était pas un homme, ni une bête, et pourtant ses traits contenaient l'évidence des deux. Sa peau évoquait des écailles d'obsidienne, mais son crâne portait la géométrie d'un savant ancien. Ses lèvres, lorsqu'elles s'ouvrirent, découvraient un double alignement de dents conçues pour couper la chair comme pour modeler le verbe. Saoté, dit-il, ou plutôt laissa résonner. Ton nom nous importe. Ta lignée aussi. On prétend que tes ancêtres connurent la marque avant l'heure. On me plaça face à lui, cerné par des parois vivantes où circulaient des silhouettes d'ombre, articulations d'humains fusionnées à des nageoires et des branchies. J'avais déjà lu ces supputations dans les archives que l'hégémonie interdisait, mais les voir dans la chair me glaçait. Mes doigts tremblaient. Je me contraignis à croiser son regard, même si son iris miroitait comme l'œil d'une seiche, changeant indéfiniment de teinte. Les abysses, articulai-je malgré l'oppression dans ma poitrine. Vous y enfermez des êtres qui ne sont ni bêtes ni esclaves. Je devine pourquoi. Vous détournez les symbioses pour votre pouvoir. L'architecte s'approcha, oscillant, comme si son corps était guidé par un rythme d'eau invisible. Sa proximité révéla un détail inquiétant, sa respiration n'aspirait pas l'air mais une liqueur translucide qui circulait dans ses branchies dorsales. Il vivait déjà moitié ailleurs. Tu parles d'interdit, mais tu ne sais pas ce que les océans réclament à ceux qui les gouvernent, fit-il. Nous ne détournons rien, Saoté. Nous accomplissons. L'humanité étouffe sur ces cités flottantes, arrimées à une surface fragile. Le fond réclame une nouvelle appartenance. Une vibration circula le long du sol organique. Ce n'était pas mécanique, un chant, profond, rythmique, se propagea. Mes os s'en résonnèrent. Je reconnus cette modulation. Les abîmes. J'avais écouté ces sons dans mes nuits d'études, convaincu que ce n'étaient pas des chants de baleines. C'étaient des messages, codés par une conscience autre. Je me penchai légèrement, comme happé par la vibration. Mon cœur battait à toute allure, mais une sérénité paradoxale s'y glissait. Le chant m'appelait. Vous les avez enchaînés, murmurai-je. Ces créatures ne veulent pas vous servir. Servir, répliqua l'architecte en redressant ses segments dorsaux. Elles ne connaissent pas la servitude. Ce sont les prémices. L'union. Tu l'as toujours su. On nous accuse de transgresser, alors que nous tissons ce que la nature elle-même prépare. Je sentis mes poumons protester, tant l'air ici paraissait saturé d'humeurs étrangères. Les parois avaient beau m'offrir oxygène et humidité, le champ ouvrait à la créature derrière le dôme me fixait. Sa peau, d'un gris perlé, miroitait sous les lueurs organiques qui pulsaient à travers la paroi vivante du palais de l'hégémonie. J'avais d'abord cru à une hallucination induite par la douleur encore vibrante dans ma poitrine. Mais ses yeux vastes, cerclés d'une membrane translucide qui oscillait comme une seconde paupière me reconnurent. Je sentis, sans qu'aucun son ne traverse, que son regard contenait un message, une supplique, plus ancienne que toute langue humaine. Un frisson me parcourut d'un bout à l'autre de l'échine, aussi tangible qu'une morsure d'eau glaciale. J'avançai ma main contre le dôme lisse et tiède, et à cet instant, le chant reprit. Il ne résonnait plus seulement dans le sol, il vibrait directement dans mon sternum meurtri, suivant le même point que l'architecte avait touché. Une suite de sons graves, brisés d'éclats cristallins, se superposa à des notes plus hautes qui semblaient bruire dans mes os. Il se formait un langage, que je ne savais pas attendre et que pourtant je comprenais avec une clarté déchirante. Libère, libère.
soufflait une cadence. Puis une autre, plus profonde, employa mon nom au milieu d'une volée de résonance que je ne pouvais confondre avec une coïncidence. Saoté. Mon nom, répété 3 fois comme pour assurer que je ne m'échappe pas de l'appel. Ce n'étaient pas des mots appris, c'étaient des images cognitives, des impressions pures. Je vis, dans l'éclat d'un instant, une procession d'êtres semblables, nageant dans un abîme immense, guidés par des filets de lumière vivante qui leur servaient de chemin. Je reculai d'un pas, suffocant, et le souffle âpre de la salle me rappela la réalité. Le palais lui-même semblait écouter. Ses parois respirantes palpitaient plus vite, comme si le corail machinerie comprenait aussi le dialogue clandestin. Des filaments d'algues luminescentes s'allumèrent le long des nervures du sol, et leur rythme battait avec le chant. Le cadre entier était devenu caisse de résonance de cette langue interdite. « Tu comprends » murmura l'architecte derrière moi, sa voix adoucie par un effroi complice. « Eux ne sont pas prisonniers. Ils font résonner un futur que l'hégémonie tente de retarder. » Je me retournai vers lui, le souffle heurté. Ses branchies dorsales s'ouvraient et se fermaient lentement, comme une démonstration de calme qu'il n'éprouvait qu'en surface. Pourquoi alors ce dôme? Pourquoi cette cage translucide? Si ce n'est pas une prison. Ses yeux à demi humides se posèrent sur ma main encore plaquée au mur organique et son regard s'assombrit. Parce que l'hégémonie exige une barrière entre ce qu'elle nomme « eux » et « nous ». Mais la frontière n'existe déjà plus. Tu l'as ressenti sous ton sternum. Tu es né avec. Je voulus protester, dire que mon père avait refusé cette voie, qu'il avait résisté de toutes ses fibres à ce chant, mais la réminiscence de son corps retrouvé flottant près des plateformes dérivantes de notre cité périphérique me réduisit au silence. Les rumeurs d'un refus fatal se télescopaient avec ce que je vivais. Était-il mort parce qu'il avait dit non ou parce qu'il avait été empêché de dire oui? À l'intérieur du dôme, la créature effleura sa propre paroi. Ses doigts membraneux s'aplatirent, l'ombre de muscles marins ondulant dessous. C'était une main humaine, mais prolongée de filaments fins, prêt à percevoir l'eau comme un champ complet d'informations. Son geste reproduisait le mien. Nous étions deux faces d'un même miroir brisé. Le champ se modifia, les basses s'effacèrent, remplacées par des trépidations rapides, comme un tambour lointain. Dans mon esprit, une image nouvelle se dessina, une marée montante, un flux qui menaçait de rompre une voûte fragile. Le message était clair, une libération viendrait, imminente, irréversible. Il m'en faisait témoin, peut-être complice. Les parois du palais vibrèrent plus fort, et l'éclairage se modifia, réduisant la clarté de la pièce à un réseau de halos bleutés. Je vis alors l'architecte s'incliner, posant une paume contre le sol vivant. Il écoutait, lui aussi, mais avec une familiarité qui le trahissait davantage. Peut-être n'était-il jamais qu'un messager de ces voix abyssales, et le palais, leur bouche. Je me retrouvais acculé entre deux vérités, d'un côté l'hégémonie qui exploitait ses formes hybrides, de l'autre le chant lui-même, porteur d'une injonction à l'union. Quelle part de moi restait purement humaine, dans cette oscillation de force? J'étais déjà pénétré par leur rythme, contaminé par la beauté de leurs images ondoyantes, comme si mes nerfs vibraient au même diapason que la roche et la mer. Le chant résonna dans mon esprit comme une suture ardente qu'on aurait tirée à vif le long de ma chair. Pas un son, pas vraiment une voix, mais la texture d'une pensée qui avait attendu depuis toujours de prononcer mon nom. Saoté. Cela se répercuta dans mes os, dans mon sternum encore vibrant de la brûlure que l'architecte y avait laissée du bout de sa paume humide. Une pulsation étrangère répondit à l'appel, venue du plus profond de mes viscères, et j'eus le vertige en comprenant que ma propre biologie battait déjà au rythme des abysses. Je ne pus détourner l'esprit du murmure, qui insinuait que la douleur n'était qu'une porte et que je venais de l'entrebâiller. L'architecte se tenait devant moi, immobile, ses branchies dorsales s'ouvrant et se refermant dans une lenteur étudiée, comme s'il savourait ma stupeur. Des bourrasques d'air enrichi circulaient le long des couloirs du palais de l'hégémonie, entraînant avec elles l'odeur saline d'algues macérées et le métal chaud des conduits. La paroi derrière lui vibrait, parcourue de flux lumineux qui pulsaient comme des veines géantes, une cartographie vivante du bâtiment. Tout en lui dégageait une assurance glacée, mais ses yeux, eux, étaient traversés çà et là de reflets argentés qui me rappelaient la nacre des créatures des fosses océaniques. Il n'appartenait plus pleinement au genre humain, et il ne s'en cachait pas. Je voulais lui parler, protester, mais ma gorge s'emplissait de salinité, comme si mes poumons tentaient de devenir branchis. Je dus lutter pour avaler, tandis que le palais répondait au chant intérieur car il vibrait lui aussi. Les coromachines dans les parois produisaient un souffle harmonique qui amplifiait le signal et le faisait voyager,
répercutant la résonance de mon nom dans chaque chambre, dans chaque galerie sinueuse. J'avais l'impression que l'ensemble de la structure vivante observait ma détresse avec une curiosité muette. « Tu entends » admit l'architecte en inclinant légèrement la tête, « c'est bien ton nom. Pas le mien. Pas celui que les registres t'ont donné, mais celui qui t'a été destiné par l'océan avant même ta naissance. » Il posa un doigt sur sa propre poitrine, à l'endroit de son sternum allongé par des expansions cartilagineuses. Moi aussi, j'ai entendu. La première fois, je croyais que c'était une folie. Mais c'était un serment. Sa voix résonnait comme une coulée d'eau lente sur une paroi rocheuse, insistante sans hausser le ton. Chaque mot agitait mes fluides intérieurs. Je reculai d'un pas, mais mes talons rencontrèrent la courbe vivante du sol. Les parois respirèrent à mon mouvement, comme si le palais lui-même me retenait prisonnier et complice. « Tu les entends dans ta langue, » continua-t-il, « et pourtant tu ne traduis pas. Tu ressens. C'est ainsi qu'ils s'unissent, par la résonance, non par le commandement. » Je fermai les yeux pour tenter de repousser l'assaut des chants. Alors des images surgirent sans filtre, des créatures aux silhouettes élancées, effilées comme des lames translucides, dont les yeux brillants fixaient les miens au travers des colonnes d'eau abyssales. Leur peau se couvrait d'organes lumineux, modulant des phrases silencieuses qui vibraient au fond de mon sternum. Je connaissais leurs intentions, non parce que je les comprenais, mais parce que mon métabolisme tout entier tremblait à leur cadence. « As-tu compris pourquoi ton père est mort » demanda l'architecte. Un frisson me parcourut. Je revis ses mains agitées de tressaillements nerveux, la nuit de sa dernière plongée, quand il avait hurlé contre les voix qu'il entendait et qu'il refusait. Il avait quitté la surface pour ne plus remonter. L'hégémonie avait classé ça comme un accident scientifique, une perte naturelle. Je n'avais jamais cessé de douter. Il a refusé, souffla l'architecte. Il a fermé la porte. Mais toi, tu viens d'entrebâiller la tienne. Il s'approcha, et chaque mouvement révélait davantage ses métamorphoses, la membrane brillante de son cou frémissait, ses coudes élargis s'ornaient de fanons cartilagineux, et un liquide translucide s'écoulait par micro-jets derrière ses omoplates. Je crus sentir une brume d'océan s'étendre entre nous, humidifier mes lèvres, emplir mes sinus. Je voyais clairement l'hybride qu'il était devenu, et je sentais l'effroi me gagner, pouvait-on encore appeler cela un homme? Et pourtant, une part de moi reconnaissait la cohérence étrange de sa présence, comme si mon propre organisme acceptait déjà son aura symbiotique. Le palais est une matrice, dit-il enfin. Nous y tissons les premiers liens. Mais la vraie étape t'attend dans les fosses. Mes doigts tremblaient, incapables de décider s'ils devaient se refermer pour repousser l'ombre ou pour la suivre. Je ne parvins pas tout de suite à reprendre mon souffle. La douleur irradiante de mon sternum vibrait encore comme une cloche fracturée, chaque battement se répercutant au creux de mes côtes. L'architecte demeurait immobile devant moi, y plongeant ses yeux pâles, semblables à des sphères de verre traversées par des filaments liquides. Sa voix résonna, douce comme un remous lourd d'une promesse excessive, si j'acceptais de marcher jusqu'au cœur de l'union, je connaîtrais les champs éternels des abysses. Si je refusais, le palais lui-même me déliterait, cellule après cellule, me livrant aux eaux profondes où je serais réabsorbé sans laisser de traces. Ces mots n'étaient pas une menace simple, mais un constat, comme la montée implacable d'une marée. Je fis un pas en avant, autant pour me prouver que je pouvais encore tenir droit que pour masquer la peur qui, par vagues intenses, revenait secouer ma nuque. La salle se métamorphosa aussitôt. J'eus l'impression de déclencher un réflexe du palais, ses parois translucides frissonnèrent, et les veines de matière organique courant sous la surface se mirent à pulser plus rapidement, comme si elles ressentaient les flux confus qui brûlaient en moi. Chaque nerf lumineux, chaque fibre gonflée de fluide, se calait sur mon souffle haché. Un écho de mes émotions emplissait l'air d'une musique muette. L'architecte m'invita d'un geste presque tendre à le suivre plus loin. Il n'employait pas de mots, sa main levée, palmée, semblait glisser dans le vide comme dans de l'eau invisible. Je compris que la voix n'était pas toujours nécessaire entre ces murs saturés de résonance biologique. J'avançai, et le couloir vivant, long et incurvé, s'illumina à chacun de mes pas, comme si chaque contact de ma plante sur le sol croyait devoir prouver la réalité de ma décision. L'ensemble du palais réagissait à mes hésitations, brassant une chorégraphie de lumière et de flux humides. Le boyau naturel s'élargit soudain. Je pénétrai dans une chambre colossale, tellement vaste que son plafond s'estompait dans un brouillard interne, une brume faite d'évaporation salée. De grands filaments bioluminescents pendaient du sommet, oscillant avec lenteur, pareils à des algues translucides respirant au rythme d'un poumon invisible.
Le sol, quant à lui, était jonché d'alvéoles remplis d'un liquide sombre. Je compris qu'il s'agissait de bassins sensoriels, chaque creux vibrait comme une pupille close, captant probablement l'intimité de ma peur, de mes souvenirs, de mes doutes. Je n'avais jamais imaginé qu'une architecture pût être plus qu'un abri. Ici, tout respirait, et mes propres poumons se mettaient à calquer leur rythme sur ceux de la structure. J'eus d'abord la sensation d'être dépossédé de ma liberté d'inspiration, mais lentement, cette osmose forcée me procura un vertige apaisant, comme si une mer intérieure, depuis toujours contenue, se gonflait en moi. L'architecte m'observait, attentif, scannant sans doute chacun de mes micro-mouvements. Il me rappelait les soigneurs des coraux-mémoires que j'avais côtoyés durant mes recherches de jeunesse, des hommes silencieux, conscients que le moindre souffle pouvait remodeler des cycles séculaires. Mes pas m'amenèrent près d'une paroi convexe. Elle n'était pas dure, mais souple, palpitante au toucher. Lorsque j'y posai la main, une onde lumineuse bleu sombre s'étendit comme un anneau fuyant. Cette onde franchit la chambre, se répercutant de paroi en paroi, transmise par les fibres organiques, et je perçus alors les échos de mon propre cœur, amplifiés, de multiples copies revenant se heurter à ma cage thoracique. Le palais me reflétait à lui-même, mais aussi me distordait, multipliant mes états intérieurs jusqu'à faire naître des versions contradictoires de mon propre désir. Tu comprends, souffla enfin l'architecte, cette maison ne t'accueille pas, elle t'intègre. Elle est temple, organe et témoin d'une même union. Sa voix n'était pas seulement audible, les parois s'échauffaient autour du timbre de ses mots, comme si le palais se faisait chambre de résonance pour montrer qu'il partageait, qu'il validait sa pensée. Je tournai brusquement la tête, envahi par un frisson de révolte. Cette symbiose me fascinait, mais je sentais plus vivement encore le risque qu'elle représentait, abolir la frontière fragile qui me séparait de la dissolution complète. Je crus percevoir, dans l'une des alvéoles, une silhouette mouvante, un corps mince, prolongé de nageoires translucides, un regard qui n'était pas tout à fait humain. La créature se dilua aussitôt en volutes bleutées. Pourtant, son souffle persista dans ma mémoire, un soupir qui faisait trembler les parois mêmes de mon esprit. La surface de la paroi engloutit ma main comme une membrane chaude, et je sentis sous ma peau une traction, non pas mécanique, mais vivante. Les fibres de la paroi se tordaient et palpitaient, cherchant peut-être à reconnaître ma signature biologique. Une douleur térébrante remonta le long de mon bras, jusqu'à l'épaule. Je voulus me dégager, mais plus je luttais, plus la matière se refermait sur moi, comme si le palais exigeait que je livre quelque chose que je ne comprenais pas encore. Puis, soudain, il y eut un relâchement, une acceptation silencieuse, et la membrane me rejeta en arrière, tout en laissant dans ma poitrine une résonance sourde, comme une empreinte invisible. Je restai un instant prostré, haletant, le front contre le sol translucide qui vibrait imperceptiblement au rythme d'un flux intérieur. L'architecte m'observait, ses branchies s'ouvrant et se fermant en longues boulets de liquide clair. Ses yeux amphibies ne clignaient pas. Il n'avait pas levé un doigt pour m'aider, comme s'il savait d'avance que l'épreuve n'était pas mortelle, mais simplement initiatique. Derrière lui, des silhouettes floues s'agitaient sous la paroi, formes intermédiaires entre hommes et poissons, qui semblaient se dissoudre dans les replis du palais quand je tentais de les fixer. « Tu as germé, Saoté, dit-il enfin de sa voix double, grave et liquide. Une portion de notre matrice t'a reconnu. » Je me redressai lentement, le bras encore engourdi, et je sentis que sous ma paume restait gravée une sensibilité nouvelle. Ce n'était pas une cicatrice mais une ouverture, comme si la peau attendait une pression spécifique pour s'activer à nouveau. Je savais que quelque chose en moi avait été modifié. « Que as-tu fait de mon lignage » soufflai-je, ma gorge râpeuse, mais je n'attendais pas de réponse simple. Il s'approcha, la haute silhouette découpée par la clarté palpitante des coraux-machines. L'air lui-même vibrait au gré de ses expirations aquatiques. « Ton lignage nous appartient depuis longtemps. Crois-tu que ton père ait entendu les chants abyssaux sans raison? Chaque famille choisie, chaque clan privilégié, est une souche façonnée. L'hégémonie ne laisse rien au hasard. » Une colère froide monta en moi. Je me rappelais les rumeurs sur les lignées nobles des cités flottantes, ces familles qui possédaient depuis des siècles une étrange endurance dans l'eau, des pupilles qui reflétaient les phosphorescences nocturnes des océans. On avait toujours dit que c'était la marque des bénédictions impériales. Mais à présent je comprenais, c'était un héritage truqué, un détournement sciemment entretenu. Tu mens. Il ricana sans ouvrir la bouche, un gargouillis qui vibra dans l'eau circulant dans ses branchies. Les parois à ses côtés frémirent comme en écho. Viens voir. Il tendit un bras membraneux vers un couloir aussi large qu'une nef engloutie.
Je le suivis malgré la peur sourde comprimant ma poitrine. De longues galeries s'ouvraient, tapissées d'organes translucides, parcourues d'un ruissellement de fluide bleuté. Les murs semblaient respirer, aspirant et expirant au rythme d'un cycle invisible. À mesure que j'avançais, mon bras transit par la paroi s'illuminait de filaments pâles, comme si l'empreinte gravée dans ma chair résonnait avec l'architecture vivante. Nous parvînmes dans une salle circulaire. Au centre, un réservoir de verre liquide contenait un amas de figures entrelacées. Des silhouettes humaines, mais ornées de nageoires, de branchies et de membranes. Certaines dormaient en silence dans le fluide amniotique, d'autres ouvraient des yeux laiteux et me fixaient avec une douleur muette. Le réservoir palpitait en rythme avec le palais. Je sentis mes jambes se dérober. Ce sont des vivants. Des héritiers, répondit l'architecte, impassible. Des familles entières fournissent des embryons pour ces fusions. Chaque individu ici est relié à une lignée du Haut Conseil. Le destin se forge dans la chair. Une évolution dirigée, transmise, entretenue non par la nature mais par nos choix. J'approchai malgré moi. Les visages englués dans ce cocon translucide me semblaient familiers, traits de nobles, profils entrevus dans les assemblées des cités flottantes, prêtant serment à l'hégémonie. Ils n'étaient pas humains, pas encore marins, mais un mélange angoissant des deux. Et sous leur peau miroitait la même pâleur que je voyais parfois dans mes propres pupilles. Je posai ma paume marquée contre le réservoir. À ce contact, l'un des êtres ouvrit la bouche et un souffle de bulle chanta à l'intérieur de l'eau. Mon bras vibra, comme si les filaments lumineux entretenaient un dialogue muet avec la créature. Je crus d'abord que mon sternum s'ouvrait en deux, que quelque chose d'étranger cherchait à naître en moi. La douleur se mua en vertige, puis en expansion comme si l'air liquide autour de mes poumons se chargeait d'une mémoire qui n'était pas la mienne. Les parois vivantes du palais se contractèrent en réponse à ce flux, et il me sembla entendre le cœur des abysses, non pas à distance, mais tout contre mon oreille interne. Mes ancêtres surgissaient, silhouettes fusionnées de chairs humaines et de nageoires translucides, choisissant volontairement le pacte qu'on m'avait décrit comme une abomination. La honte de l'hégémonie n'était pas dans cette union, mais dans son effacement programmé. Je suivis l'architecte dans les corridors mouvants du palais. Sous mes doigts, je sentais la tiédeur du corail qui n'était ni pierre ni chair, mais la symbiose même de la matière. Chaque pas allumait une lueur interne, comme si mon propre sang déclenchait une réponse dans les murs. Je compris alors que cette citadelle vivante n'était pas un simple monument de l'hégémonie, elle était un réceptacle. Ces strates contenaient, enfermées depuis des siècles, les histoires que l'on m'avait refusées. Le souffle de l'architecte formait des nappes de brume qui se dissipaient aussitôt, absorbées par les parois poreuses. Il s'arrêta devant une cavité circulaire, dont l'entrée palpita à son approche comme une paupière qui se soulevait. Sans se retourner, il dit seulement « Entre. Ici, tu verras ce que l'hégémonie craint davantage que la mort. » J'obéis. La chambre s'ouvrait comme une anfractuosité sous-marine, vaste, illuminée par des organites bioluminescents incrustés dans un dôme semi-transparent. Chacune de ces lueurs provenait d'un nodule corallien, une excroissance bourgeonnante, irriguée de canaux noirs comme des veines pétrifiées. Le sol lui-même respirait au rythme d'une marée invisible. Je m'agenouillai, incapable de résister à l'appel de cette pulsation, et posai ma paume sur la surface organique. Alors je vis. Des fragments d'images surgirent dans mon esprit, des foules humaines marchant volontairement dans les vagues, se courbant avec ferveur sous les embruns phosphorescents qui se tissaient en nageoires autour de leur torse. Des rires étouffés dans des bulles d'air alors que des enfants découvraient la légèreté de leurs branchies neuves. Les créatures abyssales ne les forçaient pas, elles les accueillaient. Leur chant n'était pas un ordre, mais une invitation. L'union n'avait jamais été enchaînement, seulement alliance. Je me redressai, vacillant, le front couvert d'une sueur froide. L'architecte m'observait, ses yeux fendus brillaient d'un éclat qui oscillait entre l'attente et une résignation amère. « Tu comprends, maintenant, dit-il. Le mensonge fondateur de l'hégémonie n'est pas d'avoir créé les symbiotes, mais de les avoir réduits à des esclaves et d'avoir nié à nos peuples leur mémoire originelle. » Il effleura d'un geste la paroi, et je sentis la pulsation s'amplifier. Dans le corail surgit une résonance grave, une basse vibrante. Je crus d'abord qu'il s'agissait d'un tremblement lointain, puis je compris, c'étaient des voix. Dans ce matériau fossilisé palpitaient les chants de ceux qui avaient franchi le seuil avant moi, les premiers volontaires. Pourquoi effacer cela? Demandai-je d'une voix étranglée. Pourquoi interdire une mémoire qui n'est que désir d'union? L'architecte entr'ouvrit les lèvres pour répondre, mais une rafale de douleur coupa sa phrase. Les murs se crispèrent,
et un réseau de stries luminescentes parcourut la voûte comme un signal d'alarme. Il porta une main à ses branchies dorsales, haletant. Parce que le pouvoir, murmura-t-il, exige un monopole sur l'évolution. Si l'union est universelle, l'hégémonie n'a plus de raison d'exister. Je reculai, frappé par la vérité nue. Ce que j'avais pris pour un projet de contrôle était, en réalité, une peur de dissolution. L'hégémonie avait bâti le palais pour exploiter la biologie marine à son avantage et dissuader les humains d'adopter la voie symbiotique. Mais les parois elles-mêmes témoignaient d'une origine radicalement différente, celle d'un choix ancien, libre et lumineux. Alors la chambre trembla. Les nodules coralliens vibrèrent de plus en plus vite et leurs lueurs se projetèrent sur moi. Je fus submergé d'un flot de visions, flottes entières englouties par leur propre refus, lignées coupées de leurs frères marins, cris d'agonie d'être privés de leur symbiose naturelle. Et au cœur de ce déluge, une silhouette me fixait. C'était mon père. Je revis son visage, figé entre la honte et la supplique, comme s'il me priait de rompre enfin le silence des générations. Le visage de l'architecte s'était dissous dans la liqueur lumineuse de mes visions, et je me voyais déjà, dépouillé de ma chair d'homme, glissant dans les tunnels liquides des abysses avec des nageoires qui battaient au rythme d'un cœur sans source. La peur m'avait un instant saisi, mais la douleur qui vibrait encore sous mon sternum s'était transformée en un apaisement brûlant. Je compris que ce que j'apercevais n'était pas seulement une hallucination, c'était une trajectoire, une branche de futur qu'on m'offrait, ou que l'océan exigeait. Et ce futur, même monstrueux, m'attirait comme une gravité irrévocable. Je rouvris les yeux. J'étais encore dans la salle centrale du palais de l'hégémonie, sous les voûtes translucides qui pulsaient de flux organiques. L'architecte ne bougeait plus, mais ses branchies s'ouvraient et se refermaient avec une sérénité obstinée. Autour de nous, le sol respirait, et chaque pulsation rejoignait les battements profonds venus du fond des océans. Je posai mes mains à plat contre la surface vivante et perçus un écho nouveau, ce n'était pas du son, mais une entrée, un seuil. Quand je me laissai glisser plus bas, suivant une ramification transparente qui conduisait vers les chambres inondées du palais, je sentis les derniers vestiges de panique quitter mes poumons. Les parois, enduites de mucus algal, se décollèrent pour laisser place à un bassin circulaire. Je basculai. L'eau me saisit, dense et tiède, pleine d'infimes organismes lumineux qui palpitaient comme des étoiles en suspension. Et pourtant je respirais. Un souffle vint, profond, sans air, mes côtes se soulevèrent comme pour aspirer le liquide, et au lieu de m'étouffer, il me traversa, gorgé d'énergie. Mes poumons se plissèrent comme deux poches inutiles, mais plus bas, près de ma cage thoracique, quelque chose de neuf s'ouvrit, membrane fine qui filtrait le fluide et le transformait en conscience. Je n'étais plus seulement un homme. Le chant commença par un bourdonnement lointain, semblable au frottement de dalles titanesques. Puis il se divisa en harmoniques, chacun portant une inflexion, un avertissement. Je n'avais pas appris cette langue, mais je la comprenais, un danger approchait, non pas du dehors, mais de la matrice même de l'océan. Des essaims d'êtres, encore tenus en bas, préparaient un soulèvement qui ne serait pas politique mais biologique. Une vague de mutation forcerait les corps à se retourner contre leur maître, et les cités flottantes, fragiles à la surface, seraient englouties comme des radeaux de bois. Je voulais protester, m'arracher à cette clameur, mais le phénomène s'intensifia. Chaque fibre de mon corps vibrait, résonnait avec les créatures des abysses. Je devins accore. C'était comme si mes propres cellules avaient retenu ce rythme depuis des générations, endormies par les soins artificiels de l'hégémonie. Je sentis la présence de milliers d'êtres, certains hommes déjà altérés, beaucoup de formes inconnues qui répondaient à ma note intérieure, la transformant en signal. L'eau autour de moi se mit à scintiller, zébrée de filaments vivants. Ils s'approchèrent, se lièrent à ma peau, se posèrent sur mes bras, mes épaules, mon visage. Ils ne voulaient pas me dévorer mais s'arrimer, devenir prolongement. J'acceptai et avec eux j'entendis plus clairement encore, la guerre serait déclenchée lorsque les champs atteindraient toutes les couches océaniques, lorsque l'hégémonie ne pourrait plus fermer les écoutilles de ses palais. Alors les portes des abysses céderaient et aucune surface ne serait à l'abri. Je sortis du bassin comme on s'arrache d'un rêve, l'eau dégoulinant de mes cheveux et mes mains encore tremblantes. L'architecte m'attendait, ses yeux pâles rivés sur moi. « Tu comprends » dit-il simplement. Je soufflai sans avoir besoin d'oxygène, mon thorax vibrant de ce nouvel organe qui me travaillait déjà. Ce n'est pas une adaptation, c'est une sommation. Il hocha la tête, ses branchies frémissantes. L'hégémonie a voulu canaliser ses chants, les détourner pour garder sa suprématie. Elle a bâti ce palais sur une faille acoustique,
pensant transformer la résonance en outil de domination. Mais ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que la langue abyssale n'obéit pas. Elle transforme celui qui l'écoute. Elle t'a choisi. J'aurais dû me terrifier, mais au contraire, une clarté croissante me tenait debout. J'étais devenu seuil, interface, relais. Les créatures symbiotiques, longtemps repoussées comme des abominations ou des esclaves organiques, m'appelaient frère. Je me souvenais de mon père, son refus obstiné et sa mort obscure. Était-ce le chant qu'il avait consumé de l'intérieur, ou son refus de l'entendre? Le sol trembla d'abord comme un soupir contenu, puis le palais, vivant, réagit au chant. Ses parois translucides se contractèrent, les veines de corail s'illuminant de phosphène bleuté. Je vis les conseillers de l'hégémonie porter les mains à leurs tempes, comme terrassés par les harmoniques abyssales qui envahissaient la salle. Le mot « élu » résonna, et ce n'était pas une simple traduction, je sentis le terme s'inscrire dans mes os. Alors, l'espace se fissura d'une angoisse brute, un vent liquide se mit à rugir, l'eau commençait à pénétrer. Les grands couloirs du palais se dilatèrent comme des éventres. Des pans entiers de parois se rétractèrent en gélatine poreuse. La mer, tenue captive derrière des murailles vivantes, trouva un passage, et ses colonnes tuméfiées s'engouffrèrent dans les galeries. Le premier choc noya les flambeaux organiques, dispersant les serviteurs en uniforme chatoyant. Beaucoup se débattaient, incapables d'admettre que le sanctuaire de l'hégémonie puisse s'ouvrir à l'océan comme une plaie. J'avais les poumons qui vibraient au son des chants abyssaux. Ce n'était plus un bruit, c'était l'intrusion même d'une volonté étrangère en moi, une pulsation qui m'appelait. Je crus un instant me dissoudre. Un vertige se fit plus violent que le flux marin. Des silhouettes translucides montèrent par les brèches liquides, corps longs, torse orné de membranes battant comme des cœurs visibles, yeux prismatiques. Elles nageaient, non pas en envahisseuse, mais en héritière des profondeurs. Chacune semblait entourée de bulles de bioluminescence qu'elle modulait en rythme avec son chant. L'air se raréfia, l'aquarium impérial devenait leur domaine. L'architecte, pourtant maître de ce lieu, demeurait droit, imprégné de sa liqueur respiratoire. Sa peau mi-humaine, mi-écaille, captait les flux comme un résonateur. Il m'observait avec une intensité qui brûlait plus que la morsure du sel. Ses lèvres murmurèrent sans voix, mais je compris le sens, il ne craignait pas l'inondation, il attendait ma décision. J'avais conscience que chaque pulsation du palais répondait à un signal biologique, non pas mécanique. Et si je voulais, moi aussi, je pouvais influencer ce lieu comme les symbiotes. Mais fallait-il le vouloir? Des officiers dégainèrent des armes, l'âme courbe à des charges nerveuses. Ils frappèrent l'eau trouble, mais leurs gestes étaient ralentis par le bouillonnement. Les premiers assauts contre les créatures symbiotiques se heurtèrent à des ailerons souples qui pliaient comme des branches dans le courant, amortissant les coups. Puis, dans un renversement fluide, les symbiotes touchèrent ces soldats à la gorge et au front, et les guerriers perdirent leurs armes comme hébétés d'une transe. C'était un contact neural, une clé injectée par la peau même. Le champ de bataille se transformait en mariage forcé. Mes doigts serraient le tissu humide de ma tunique, mais je ne sentais déjà plus la limite. Ma respiration se brisa en toux d'écume, puis mes branchies latentes s'ouvrirent enfin, de fines lames sous les côtes traversées par l'eau. Je me recroquevillai sous la douleur, puis je haletai avec une clarté nouvelle. L'océan avait brûlé mes poumons, mais il les avait remplacés par mieux. Le chant devint intelligible, pas seulement un ordre, mais une liturgie de liens, une proposition de devenir autre. Autour de moi, des humains insurgés, je les croyais prisonniers ou esclaves de l'hégémonie, ôtaient leur masque respiratoire et rejoignaient le flux avec un rire désespéré. Leur chair s'était préparée en secret, tatouée d'écailles, greffée de poches branchiales que seule la censure et le silence gardaient encore invisibles au grand jour. Leur faction avait patienté des décennies, infiltrant le palais, attendant l'appel des abîmes. Et cet appel, c'était moi. Non pas en chef guerrier, mais en vecteur d'ouverture, en membrane consentante entre deux règnes. Je ne pouvais me détourner. Le palais hurlait de douleur nouvelle. Ses nerfs rouges saillaient le long des arcs de corail vivants. Les fluides nourriciers s'assombrissaient comme une hémorragie. À travers ces membranes, je percevais ces plaintes, une immense créature soumise à l'hégémonie, trahie par l'ouverture subite sur l'océan libre. Pourtant elle n'était pas qu'esclavagée, elle acclama aussi le chant, hésitant entre deux maîtres. Dans ce balancement, je vis une faille. Si je concentrais le rythme de mon cœur en phase avec les hymnes abyssaux, le palais suivrait peut-être mon impulsion. Ou il me consumerait. Je plaquai une paume contre la paroi tremblante. Une vague d'ammoniac brûla mes narines,
puis se mua en lumière pâle qui suinta des jointures de la pierre. L'eau jaillit dans un grondement rauque et la salle du trône, si longtemps oppressante, se transforma en une caverne bruissante où l'océan s'invita sans prévenir. Les parois coralliennes s'ouvrirent comme des plaies, laissant couler la masse liquide dans des canaux vivants. L'architecte, dressé devant moi, fléchit légèrement, mais ses branchies dorsales palpitaient avec une aisance indécente dans le tumulte. Moi, je haletais, pris entre l'instinct de survivre et l'appel des champs abyssaux qui emplissaient déjà l'espace, plus fort, plus présent. Ce n'était plus seulement un combat physique, mais le moment où l'univers intérieur qui me hurlait depuis toujours cherchait sa résonance. Un instant, je crus pouvoir reculer. Le carrelage de nacre disparaissait sous la montée des vagues, et les trônes d'émeraude se perdirent sous le flux. Pourtant je restais, figé face au corps anamorphique de l'architecte, qui avança vers moi comme si ses pieds trouvaient naturellement prise dans la houle. Ses yeux miroitants reflétaient la violence de la mer. Il parla sans voix, laissant son souffle amorti devenir vibration, mes os reconnurent ce langage avant mon cerveau. Ce qu'il m'annonçait n'était pas une guerre, mais une offrande. Alors le choix me traversa de part en part. Je voyais le souvenir de mon père se dissoudre dans l'écume, cet homme que l'océan avait réclamé et que l'orgueil humain avait tenu éloigné du champ. Lui avait résisté et trouvé le néant au bout de sa lutte solitaire. Je compris que cette résistance n'était plus tenable. Les abysses n'étaient pas une cage ni une menace, mais un réseau de portes ouvertes. Il fallait entrer, ou mourir hors du cycle. Je plongeai volontairement alors que l'eau dépassait ma poitrine. Le froid lacérait mes poumons, mais une fine douleur sous mon sternum accompagna la percée d'un second souffle invisible. L'architecte tendit la main, paume ouverte, et je crus y voir une géométrie plus vaste, comme des cercles concentriques rappelant les coquilles marines. Quand sa peau effleura la mienne, les pulsations qui m'agitaient depuis l'enfance explosèrent en musique. Ce n'était pas un effondrement, je fus traversé d'une compréhension brûlante, une évidence. Je n'étais pas seul. Le palais répondit à cette union. Ses murs palpitants se mirent à battre au rythme du chant, non plus seulement comme organe d'un édifice biologique, mais comme membrane poreuse. Les courants gagnèrent les galeries impériales, arrachèrent les emblèmes, firent tomber les drapés écarlates qui parsemaient les voûtes. J'aperçus les silhouettes des gardes, désarmés, incapables de tenir leurs armes lourdes dans l'eau qui montait. Leurs visages criaient, mais rien n'émergeait, rien ne pouvait s'opposer à la montée de l'océan intérieur. Dans le reflet des bulles, les créatures symbiotiques apparurent. Elles passèrent d'abord comme des ombres fines, fusant entre les colonnes de corail palpitants, puis s'approchèrent en une procession lente. Leurs traits mêlaient la noblesse mutilée de l'humain et l'élégance souple des formes aquatiques. Leurs branchies s'ouvraient en cadence, leurs membrures fines vibraient d'échos cristallins. Je les reconnus, les voix qui résonnaient en moi depuis l'enfance avaient enfin trouvé corps. Une d'elles, sans lèvres distinctes, s'arrima à ma perception par un murmure qui résonna dans ma cage thoracique. Elle me disait que l'instant était arrivé. L'architecte recula alors, comme frappé par sa propre victoire. Lui qui avait cru tout orchestrer, depuis son trône corallien, fixait désormais la scène avec une stupeur quasi sacrée. Je lisais dans son regard un soulagement, mais aussi une crainte, il avait joué au dieu démiurge, et la création avait pris son envol hors de sa volonté. Je me sentis m'ouvrir, littéralement. Entre mes côtes, les muscles palpitèrent, se remodelèrent, et au lieu de suffoquer dans l'eau, mes poumons s'emplirent d'un fluide doux, enrichi par les chants. Une seconde respiration naquit, mais elle n'avait rien de mécanique. Elle liait mes tissus aux autres. J'étais traversé de filaments invisibles courant vers les symbiotes. Je n'avais plus de frontières nettes. La salle du trône ressemblait maintenant à une caverne de fond marin. Des algues lumineuses, soudain réveillées, s'étirèrent vers nous. Leur éclat vert se reflétait sur les visages des soldats, sur les parois vivantes liquéfiées. Des milliers de petites vies, cellules et organismes microscopiques, s'étaient éveillés à la conscience collective que nous partagions. Je pouvais les sentir battre en moi, pulsant comme un cœur discret. Je m'avançai, porté par les flux, vers le centre où siégeait jadis l'emblème de l'hégémonie. Le trône, englouti, se renversa dans un bruissement de membranes détrempées, libérant une onde qui résonna dans toute la salle.